Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 1er février 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum, FOMC également. Jérôme Powell qui a pris la parole hier et on verra aussi l'altcoin CAS. Donc vous avez choisi CAS en commentaire. Je remets du coup en jeu IMX. Je crois que je l'ai jamais analysé IMX, ça me dit pas grand chose. Parce que je l'ai vu en commentaire, et Ethereum classique, et on verra lequel des deux gagne, et je ferai l'analyse. Donc à vous de choisir en commentaire, soit ETC ou IMX. Alors, le Bitcoin qui fait une réaction baissière hier suite au discours de Jérôme Powell qui nous annonce d'une part que les taux ne bougent pas, bon ça on s'y attendait, on s'attendait pas à une baisse des taux tout de suite, ou à une augmentation, on s'attendait à ce que ça stagne, puisque l'inflation continue de diminuer, donc pour l'instant tout va bien. Je vous l'allais sur Truthflation ici. On a une inflation qui diminue, hop, alors CPI dashboard, à moins que maintenant il faut se connecter, non c'est bon. Hop, inflation US, on est aux alentours des 1,44, donc l'inflation est bien en train de chuter aux États-Unis. Bon, ça c'est l'inflation reportée par Truthflation, c'est un site web. Maintenant le CPI reporté est à 3,4%, mais on devrait s'attendre à ce que le CPI suive et qu'on essaye de se diriger autour des 2%, voire en dessous au cours des prochains mois. Mais Jérôme Powell annonce qu'il n'y aura pas de baisse des taux au mois de mars. Le marché est pricé justement qu'on ait une première baisse des taux au mois de mars. On avait vu hier au niveau des probabilités sur le CME Watch Tool, ici. Hop. Et tout naturellement, le fait que Jérôme Powell dise ça, les probabilités d'une baisse des taux au mois de mars ont littéralement baissé. C'est-à-dire qu'on était autour des peut-être 50 ou 60%, je crois. Là, on est redescendu autour des 35%. Donc le marché maintenant ne price pas justement une baisse des taux au mois de mars, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il estime que le marché du travail est encore très fort, etc., etc. Si le marché du travail est très fort, c'est compliqué de maintenir une inflation durable, enfin une inflation qui baisse. Vous savez que quand il y a du chômage, ça réduit l'inflation. Une hausse du chômage réduit l'inflation, une baisse du chômage peut prioriser de l'inflation. Donc il estime encore que ces datas sont encore un peu trop élevées et qu'il serait beaucoup trop peu prudent de baisser les taux tout de suite, et donc probablement ça baissera au mois de mai. En tout cas ici, 61, le marché prêt 61% de probabilité de baisser au mois de mai. Donc on verra au prochain FOMC justement au mois de mars, est-ce qu'on aura une baisse ou non. Il a dit que non, donc s'il tient sa parole, non, et ce sera probablement du coup au mois de mai pour la première baisse des taux, et je pense qu'on en saura un peu plus sur le plan au mois de mars. C'est-à-dire que s'il est baisse au mois de mars, il dira ok, on compte baisser de temps au mois de mars, de temps au mois de mai, de temps au mois de juin, enfin pardon, on compte baisser de temps au mois de mai, au mois de juin, et finir l'année entre cette fourchette et cette fourchette de taux, etc. À moins qu'au mois de mars, le gars nous dise non, il n'y aura pas de baisse des taux non plus au mois de mai. Donc réaction baissière sur les assets à risque ici. Hier, le Bitcoin qui baisse un petit peu. Bon, rien d'alarmant pour le moment. On a également le S&P 500, où est-ce qu'il est? Qui va être ici, qui a pris aussi une journée baissière hier. Hop, une petite journée. Bon, on a fait quasiment moins 100 points. Bon, c'est pas énorme, hein. Le graphique reste clairement toujours haussier ici, il n'y a pas de souci. Donc j'ai envie de dire rien de très inquiétant, en tout cas surtout pour le marché américain. Après le Bitcoin, ça c'est autre chose, on a déjà vu que lui graphiquement ça s'est un petit peu détérioré comparé au Bitcoin, comparé au marché américain, tout ce qui est S&P 500, Nasdaq, etc. Le dollar qui n'en profite pas non plus pourrait enclencher quelque chose de très haussier. Bon, on est sur une résistance assez importante au niveau du dollar. Bon, techniquement la voie est libre maintenant pour aller chercher je pense les 105 points voire plus, donc à voir comment vont réagir les assets à risque face à cette accélération, puisqu'on est en train justement de briser cette imbalance ici. Donc tout naturellement on pourrait aller chercher la prochaine et la zone de rechargement de short et tous les stops qui sont en train de s'accumuler au-dessus de ce niveau, c'est-à-dire les 104,5 points. Donc à ce moment là, attention à comment vont réagir les assets à risque sur une éventuelle accélération du dollar. Maintenant le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui, du coup, se mange une petite journée baissière. On était venu, vous vous rappelez, chasser les stops au niveau des 43 600. C'était l'objectif qui était à atteindre. On est sur une grosse résistance weekly juste ici.
Le marché n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 44 000 en weekly, donc on voit que c'est un niveau extrêmement important. On est encore venu le chercher, on n'arrive pas à clôturer au-dessus de ce niveau. Donc c'est un niveau qui est extrêmement défendu, c'est ça la grosse résistance weekly. La résistance en daily, vous vous souvenez, elle est plutôt aux alentours des 44 700, 45 000 $. Le fait qu'on soit venu chasser les stops ici de tous ces sommets, bah, on a sorti beaucoup de vendeurs. Après, si on veut sortir plus de vendeurs, ce sera plutôt dans la zone de rechargement de short et au-dessus des sommets si on veut y aller. Mais en tout cas, ici, c'est une zone dans laquelle le marché peut tenter de se retourner dans cette grosse zone d'imbalance juste ici. La question, c'est est-ce que c'est bon, le marché s'est retourné ici? Pour l'instant, difficile à dire, pour être honnête. Généralement, des patterns de retournement baissière, quand on vient chercher des zones de stop comme ça déclenche du mouvement baissier. Et là, je m'attends un petit peu de mouvement baissier. Je vais vous donner les objectifs. Alors, pour faire simple, on a ici, vous vous souvenez, on a eu un gros support ici qui a créé une énorme zone de stop qu'on est venu déclencher. Là, dans cette zone d'imbalance, les stops ont été déclenchés et ça, très généralement, c'est un setup de continuation qui fonctionne assez bien pour aller chercher justement de nouveaux plus hauts. Ce qu'il faudrait pour déclencher vraiment correctement ce setup de continuation, c'est idéalement la pattern de retournement ici. C'est réussir à clôturer en weekly au-dessus des 42 800 $ à peu près, 42 900. Ce serait assez positif parce qu'en fait on avalerait toute cette bougie ici et hop on pourrait poursuivre au nord comme ça. Ça serait plutôt positif. Également ce qu'il faut absolument, j'en ai parlé hier, c'est maintenir le support en weekly. Ok, c'est bien de faire consolidation, déviation et si on reteste, il faut que ça tienne comme ça on tient bien le support. Ok, et on poursuit. C'est-à-dire que le prix fait ça, on maintient bien le support et on y retourne. Comme ça tous les vendeurs qui ont vendu ici sont bloqués. Et tous les mecs qui ont shorté également sont bloqués et on va chercher leur stop et leur liquidation plus haut. Et tous ceux qui ont vendu ici en panique sur le spot, bah on les force à racheter plus haut. Ça serait positif. En revanche, si on perd le support, pour moi c'est simple, c'est fini pour BTC. Enfin, quand je dis c'est fini, c'est pas direction zéro bien évidemment, mais ce setup de continuation n'a plus lieu d'être. On reviendra tester très probablement le bottom des 38 500. S'il tient, tant mieux. S'il ne tient pas, à ce moment-là, on aura donc ici la formation d'un sommet descendant après la cassure d'un creux ascendant. Et pour moi, la dynamique aura complètement changé de main et on se dirigera probablement aux 36 200 $. Ensuite, on sera fixé sur ces fameux 36 200 ou pas. En attendant, le fait qu'on soit venu chasser les stops ici, quelle est la prochaine zone de stop évidente? Bah, elle est là. Ok. Pour que Bitcoin puisse reprendre de la force, s'il veut faire ça, il va falloir venir prendre les stops. Personnellement, je pense des 41 300 $. Et là, vous vous souvenez, on avait eu l'imbalance baissière, on a recréé ça en imbalance haussière et ça correspond au support. Donc ça, c'est une zone extrêmement forte ici. La zone des 40 300, 41 300. Si on veut former un creux ascendant, c'est dans cette zone que je viens de vous dire, 40 300, 41 300, qu'on est censé le faire. Parce qu'on a le pullback du support précédent. On a l'imbalance qui vient de se créer, qui est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et là, les acheteurs ont explosé les vendeurs. Donc, s'il y a bien une zone que les acheteurs vont défendre, elle est là, tout simplement. Et donc, si le prix vient ici, qu'il est maintenu, pour moi, on pourra faire le W ici. Confirmation du support sans réintégration, c'est-à-dire déviation du support, pullback, maintien de celui-ci, et création du double bottom. Et à ce moment-là, dynamique complètement haussière. Et là, je pense qu'on ira chercher de nouveau plus haut assez facilement, ou au moins la résistance des 45 000 $. En revanche, si le prix vient dans cette zone d'imbalance, donc 40 300, 41 300, et que le prix n'est pas maintenu, pour moi, il n'y a plus rien d'haussier puisqu'on recassera le support. Et le fait de casser cette imbalance, c'est bearish, ok. On reviendra tester, comme je le disais, le bottom et cette zone ici, d'imbalance à nouveau, qui nous a marqué notre support précédent. Et à ce moment-là, un marché qui ne tient plus ses supports et qui les casse, et qui casse aussi les zones d'imbalance précédentes, pour moi, et en plus qui fait des creux et des sommets descendants, c'est la définition d'une tendance baissière. Et à ce moment-là, l'objectif, ce sera 36 200, le premier arrêt. Je ne vais pas me projeter plus, vous savez que si 36 200 ça pète, etc., bah, la prochaine zone de stop et d'imbalance, de support fort, c'est 32 000, 34 000 à peu près. Mais voilà, dans un premier temps, on se contentera du premier arrêt. Bon, déjà, dans un premier temps, on se contentera de la zone de stop et de voir si ici, ça tient ou pas. Personnellement, actuellement, je suis dans BTC. Comme je disais, ici à 43 600, j'ai pris un petit peu de profit, donc juste ici. Encore une fois, c'est pas de la magie, hein. C'est juste que techniquement, c'est une zone de stop dans laquelle il y a de gros poissons. Donc moi, perso, je suis pas un gros poisson. Enfin, quand je parle de gros poissons, je parle de gens qui pèsent 9-10 chiffres. Donc on parle de gens qui pèsent plus de 100 millions de $. Ce sont des zones de profit pour eux.
Pourquoi? Parce que ce sont des zones dans lesquelles beaucoup de gens vont mettre leur stop loss, et donc ce sont des zones de liquidité qu'ils peuvent absorber, parce que ces gens-là ont besoin de beaucoup de liquidité. Et donc c'est des zones évidentes pour eux pour prendre des profits. Donc c'est pour ça que personnellement j'ai pris un peu de bénéfice ici, et personnellement ce que j'attends c'est de voir si le support tient. Si le support cède, je quitte ma position BTC, je serai sans perte puisque le profit que j'ai pris ici va couvrir le stop en cas de perte du support. Et si jamais ce support tient, j'ai une exposition gratuite au BTC avec un risque zéro. Si le support cède, je me barre parce que je m'attends je m'attends à une continuation baissière et au moins un test des 36 200 qui sera la prochaine zone de travail, tout simplement. Pour venir maintenant en horaire, alors hier, ici, voilà, le FOMC, donc Powell qui nous dit on n'a pas de hausse des taux, machin, ok, très bien, bon ça on savait, pas de baisse des taux non plus, et ça baissera pas en mars, ok, réaction baissière. Et tout simplement, le dernier creux ascendant qui est ici, qui pour l'instant est maintenu, ok. Le truc c'est qu'on commence quand même à perdre cette imbalance ici, donc pour moi ça sent quand même la chasse de tous ces plus bas daily ici. Là on a le plus bas daily de lundi, on le voit ici sur l'indicateur, lundi, le plus bas daily de lundi, c'est ce qu'on appelle le Mandelo, et c'est très rare de pas aller le chasser lui, donc franchement ça m'étonnerait qu'on soit venu aussi proche pour pas le déclencher. Mais le truc c'est qu'il y a aussi le plus bas de dimanche, bon c'est le plus bas du week-end, et il y a aussi le plus bas de samedi, juste avant, ok. Et en fait c'est ce qui fait que quand on passe en H4, la zone elle est évidente. Pour moi la zone elle est clairement évidente. Je prends mon petit fib ici, tac, hop. Je prends mon petit fib, j'identifie quoi? J'identifie ma zone de rechargement, juste ici. Et j'identifie également tous mes stops. Et donc là, j'ai 3 plus bas journaliers. Alors là, je peux vous dire que des stop loss, il y en a ici à 41 200. Mais techniquement, j'ai aussi, donc ça correspond pas au plus bas d'un jour. Le plus bas journalier, c'était celui de vendredi et il était là, juste ici. Et du coup, c'est ce qui fait qu'ici également, c'est une zone de stop. Ok. Donc là, si je veux être dans le thème, hop. Et donc tout simplement, je pense, perso, qu'il est assez probable qu'on, si on veuille justement trouver un bottom sur ce mouvement baissier, pour trouver le creux ascendant, je pense qu'il faudra le faire en étant venu chasser tous les stops ici, c'est-à-dire le plus haut de la semaine, le plus bas de tous les plus hauts journaliers, etc. etc. C'est pas anodin encore une fois que le marché se retourne ici. Tout simplement, à mon avis, il faudra venir sous les 40 800. Je pense qu'on va venir tester cette imbalance 4 heures ici. Il y a les wake of check qui attendent ici à 40 500, également ici à 40 300. Je pense que c'est la zone dans laquelle on va venir si on veut former un bottom. Et on formera un bottom ici. Si ici ça ne forme pas de bottom, bon à ce moment-là, il y a tous les plus bas journaliers à venir chasser. Et prochain objectif 39 300, mais aussi probablement on perdra le support daily. Donc pour moi, je m'attendrai simplement à une continuation baissière. Donc quand on voit le graphique comme ça, on voit la zone de rechargement du mouvement haussier, on voit la grosse zone d'imbalance en 4 heures ici, d'une bougie vectorielle très puissant, on voit également les wake of check des structures ici, très puissants, mais on voit aussi surtout le bas du range ici, donc voilà, franchement tout est aligné pour que ce soit la zone de bottom si on y vient, ok. Et il y a de grandes chances d'y aller parce que là il y a trop de creux, il y a trop de stops, je ne vois vraiment pas le marché faire un cadeau et laisser ça intact, enfin franchement ça m'étonnerait beaucoup, à moins qu'on fasse une dernière chasse au stop comme ça, et que là le marché décide d'y aller. C'est pas impossible qu'on essaye de faire ça, mais franchement qu'on laisse ça intact, j'y crois moyen. Donc voilà, perso, faut s'attendre à un Bitcoin sous 40 900, je pense, dans les prochaines heures, prochains jours. Et ça sera une opportunité, potentiellement, de trouver un achat. Si on perd cette zone, pour moi, faut se barrer, parce que derrière, c'est poursuite de continuation baissière, et ça sera objectif 36 200, et peut-être même des objectifs de continuation ABI LCD, et ça, c'est si jamais 36 200 ça cède, bon bah ça nous ramènera dans la zone de stop, identifiée sous les 33 000 $, ok. Voilà, pas plus de choses à dire pour le BTC, donc beaucoup d'informations, je sais, mais c'est hyper important. Ethereum, j'en ai déjà parlé, en daily, vous vous souvenez, Ether, tant qu'il ne casse pas son range au nord, il n'y aura pas d'accélération haussière sur Ethereum, il faut absolument qu'Ether arrive à recasser les 2400 $, pour l'instant on n'y arrive pas. Pareil, tant qu'Ether, son support est maintenu autour des 2100 $, c'est correct, ça reste du range en fait, tout simplement, il n'y a rien de baissier, il n'y a rien de haussier, c'est neutre. Cassure du support, ça devient beaucoup plus bearish. Cassure de la résistance, ça devient plus bullish, donc haussier. Tant qu'on ne casse rien, pour moi, il n'y a rien à faire. Les acheteurs, pour moi, il faut toujours acheter le support si vous êtes acheteur, ni plus ni moins. Un peu comme Bitcoin.
Le support des 40 000, 40 004, il s'achète. 40 300, 40 800, il s'achète pour un acheteur avec une invalidation si on perd ce support. Et concernant ETH, c'est exactement la même chose. Tant que les 2100 pour moi sont maintenus, ça va. Si on perd les 2100, on ira chercher le premier arrêt et on sera vite fixé. Si le premier arrêt cède également, bon déjà ça m'étonnerait qu'il y ait un ETF approuvé parce que on est censé pumper s'il y a un ETF approuvé. Peut-être les insiders savent qu'il n'y aura pas d'ETF sur Ethereum. Et à ce moment-là, franchement, des objectifs sur Ethereum, il y a les 1890, il y a les 1730, il y a les 1490. Enfin, il y a plein d'objectifs baissiers. Après ça, encore une fois, on verra bien évidemment. Pour moi, il ne faut pas se projeter tant que le marché casse pas le support. Faut pas se projeter tant qu'on sort pas de ce range. Il n'y a aucune projection à faire sur ETH. Ça continue de ranger. On verra bien si la résolution haussière est haussière ou baissière. Ça dépendra aussi beaucoup du Bitcoin. Concernant ici en horaire, on est venu chercher quelques plus hauts journaliers avant bien évidemment de dumper comme par hasard, hein, c'est toujours la même. Ensuite le marché dump pendant le FOMC, ce qui est cohérent, tous les assets à risque sont tombés et on a aussi pas mal de plus bas journaliers sur Ethereum, sauf que Ether, son dernier creux il est ici. Enfin, le dernier creux intéressant, on est venu chasser des stops avant de faire une impulsion assez haussière, donc on doit le maintenir. Ok. Si on n'arrive pas à le maintenir, il y a une zone intéressante qui sera sous les le plus bas daily ici, les 2233 $. À voir si cette zone arrivera à nous former un bottom. Si c'est pas le cas, après je vois tellement de creux de plus bas journaliers que je pense qu'Ether ira faire un plus bas de 2164 $ tout simplement. Je pense que si Bitcoin vient dans la zone d'imbalance ici, donc c'est une chute de combien? C'est une chute, on va dire, entre 2,76 et 4,40%. ETH, ça la ramène où ça? 2,80, 4 et quelques, ouais, ça le ramènera sur un plus bas, sachant que ETH BTC risque de poursuivre au sud. On va regarder ETH BTC rapidement. ETH BTC, qui est dans une excellente zone, j'en ai déjà parlé ici en daily. Hein. Si on a un double bottom ici, ça serait cool pour retourner le prix, pour que ETH puisse reprendre de la force. Et également ici, on avait parlé, mais grosse impulsion haussière, cassure des sommets. Si c'était pas juste ici en short squeeze et on retourne au sud, il y a de grandes chances de trouver dans cette zone d'imbalance, dans cette zone de rechargement, un nouveau creux ascendant pour repartir au nord. Pour moi, si Ether ne se retourne pas ici, c'est continuation baissière et on continuera de travailler justement cette grosse impulsion ici. Pas plus de choses à dire pour ETH sincèrement. Donc pour que ETH BTC pump, faut casser la range des 2400 tout simplement. Et pour que ETH pump aussi, faut casser les 2400. Pour ne pas avoir trop de pression baissière, faut pas casser le support des 2100. Donc pour moi, ça va vraiment être les niveaux importants à surveiller pour ces prochains jours et ça le restera. Et en horaire, bon voilà, vu qu'on est au-dessus de plein de plus bas de plus bas journaliers, je m'attends vraiment à ce que ça soit nettoyé. Donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne aux 2160 honnêtement sur ETH. Parce que là, il y a trop de plus bas journaliers. Ça m'étonnerait vraiment qu'on laisse tout ça intact. On est vraiment trop proche de chasser tout ça. Sachant que BTC est vraiment proche aussi de faire un niveau chasse au stop ici. Là, je serais étonné pareil qu'on vienne pas aux 40 900 sur Bitcoin. Ça veut pas dire tout de suite, parce que comme j'ai dit, on peut très bien soit rebondir, soit aller chercher une dernière fois les plus hauts, et là y aller par exemple. Okay. Et du coup, concernant CAS, alors CASPA, grosse dynamique haussière. Maintenant, beaucoup de faiblesse dans la dynamique depuis le 13 novembre. On voit vraiment que ça affaiblit. Si je me mets en close line, on commence à avoir justement les structures baissières. On est dans la première imbalance weekly qui est en train d'être travaillée juste ici. Pour l'instant, elle n'est toujours pas perdue, donc c'est un bon support, c'est bien. Également, niveau extrêmement important, le premier arrêt 38,2, c'est pas anodin que le marché consolide parfaitement ici. On voit également qu'on aurait pu faire un setup de continuation, c'est-à-dire gros support ici, et hop, prise des stops, là. Et maintenant, il faut enclencher. C'est-à-dire que maintenant, il faut déjà maintenir l'imbalance, il faut maintenir le premier arrêt également. C'est important de consolider ici et de tenir ce support. Et il faut tout simplement venir breaker ce niveau ici, c'est-à-dire le plus haut de la bougie la plus basse pour déclencher la pattern de retournement et la prise de liquidité ici pour aller chercher des plus hauts, faire le mouvement de continuation. Si malgré cette prise de stop ici, on peut en refaire une, hein, c'est pas impossible, c'est-à-dire que le marché peut faire déviation, réintégration, ok. Si on fait ça, donc là on a notre support, qu'on a dévié légèrement. Si on a ici sur CASPA
déviation et réintégration, là, ça serait bullish pour faire de la continuation haussière. Ok. En revanche, si casse du coup définitivement son support ici et qu'on ne le réintègre pas, c'est assez baissier et on ira chercher la prochaine zone d'imbalance weekly, je dirais autour des 7 centimes, 7,7 centimes à 6,6 centimes. Ok. À ce moment-là, la cassure du premier arrêt, pour moi, m'indiquera que ce marché n'est plus en tendance haussière. Ok. Il n'est plus dans une tendance, il va rentrer dans un price action plutôt de range pour se diriger au fur et à mesure dans la zone de rechargement. Et là, à ce moment-là, il faudra attendre une nouvelle baisse de volatilité, des structures haussières, et là, on sera mature pour repartir. Si vous voulez mon avis dans l'étude d'une bulle, parce que je pense, pour moi, les altcoins sont des cycles de bulles à chaque fois, parce que quand tu as un marché qui fait x10 et qui perd 90% de sa valeur, c'est le comportement d'une bulle, et toutes les altcoins font ça. Dans l'étude d'une bulle d'un marché financier, on a souvent ce qu'on appelle la phase de trappe, de piège, c'est-à-dire le piège baissier. Juste ici, on a une première hausse, le piège baissier, et ensuite on a la grosse hausse où le public arrive. Je ne pense pas que le public soit sur Kaspa, loin de là. Je pense que c'est encore un projet qui est resté assez dans la communauté et les gens du grand public ne le connaissent pas. C'est-à-dire les nouveaux arrivants en crypto n'ont pas trop entendu parler de ce projet. Donc je pense qu'on est encore dans une phase d'investissement institutionnel et que cette phase baissière ici sera justement le fameux piège baissier de notre bulle. Et donc quand on verra le graphique à long terme, on verra peut-être quelque chose comme ça. Parce que je suis assez bullish. Je pense que Kaspa peut aller chercher plus haut en termes de capitalisation, en termes de prix également. Mais la question c'est, ok, est-ce qu'on casse le premier arrêt ou non? Si oui, on s'attendra donc à une année 2024 plutôt de... Quand je dis de range, en gros, c'est-à-dire le marché va rester entre ces deux bords. Donc c'est ça la définition d'un range. Et théoriquement, se diriger dans la zone de rechargement qui est entre 3,4 centimes et 5,9 centimes, voire peut-être un peu plus bas. C'est pas impossible. Pour justement former par la suite une baisse de volatilité. Donc là, on verra sur l'indicateur ici, vous voyez, on est très volatile. En daily, on a dû baisser la volatilité ici, mais on a connu des phases de volatilité assez importantes. On connaîtra une phase dans le vert ici, probablement, quand il y aura un désintérêt total, où plus personne n'entendra parler de Kaspa, où plus personne s'y intéressera. Et si jamais on rentre dans ce scénario, c'est-à-dire un marché plutôt baissier jusqu'à ce qu'il atteigne les zones de rechargement, et quand il va commencer à diminuer en volatilité, là, on aura un désintérêt, et là, les breakouts seront des signaux pour rentrer, et là, je pense qu'on aura la deuxième vague haussière. Et là, on rentrera dans la phase où c'est le public qui s'y intéresse, et ça pourra justement créer un mouvement haussier beaucoup plus important que ce qu'on a eu ici. Je ne sais plus au niveau du market cap, et je vais aller sur Dropstab. Ici, on est à combien au niveau de Kaspa? Même au niveau du circulating supply, au niveau du vesting, est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'il y a beaucoup de tokens qui peuvent être unlock bientôt? Bon, déjà, ce qui est super bien, c'est qu'on est déjà à 70% du circulating supply, donc il y aura 28 milliards de Kaspa au max. On a 22 milliards 500 millions, c'est très bien. Assez bullish là-dessus au niveau du tokenomics, et aussi capitalisation du coup 2,23 milliards, c'est assez faible. On est sur un projet qui peut aller chercher, je pense, beaucoup plus haut. Et au niveau du vesting, on n'a pas d'informations. Ok, tout plutôt correct. Honnêtement, il n'y a pas gros unlock de tokens à venir, potentiellement. En tout cas, on a déjà 78% d'inflation, c'est bien. Enfin, de circulating supply, donc on ne s'attendra pas à énormément d'inflation. Mais voilà, un graphique quand même qui commence à dessiner des structures baissières dans les structures baissières. Donc, vraiment, si le support cède, ici, vraiment, si le support cède, on s'attendra à... tout simplement des structures baissières et puis un marché qui ira retracer probablement dans les zones de rechargement et une baisse de volatilité. À ce moment-là, quels seraient les objectifs? Ça dépend, encore une fois, ça dépend de où se trouvera ce bottom. Après, ce qu'on peut faire, c'est pour se projeter, on peut utiliser ici une extension 161.8.200. Une fois qu'on aura trouvé notre bottom, ce sera des objectifs aussi à aller chercher. Donc ce sera entre 25 centimes et 30 centimes. Également, je ne sais pas où est le bottom, mais imaginons que le bottom, allez, on ira chercher la zone de rechargement en 2024, allez, on ira aux 3 centimes et quelques. À ce moment-là, on aura également des objectifs entre 22 centimes et 27 centimes. J'ai des objectifs bien plus élevés, c'est-à-dire, bon déjà j'ai lui. Hop. Je crois qu'on s'arrête à 3,14 ici, je dirais à peu près, ouais. Donc j'aurai par la suite 21 centimes et 26 centimes, et j'aurai aussi cet objectif. Donc imaginons que CAS nous fasse ça. Ok. À ce moment-là, j'aurai cet objectif-là.
et ça pour moi ça risquera d'être un objectif de top, c'est-à-dire entre 77 centimes et 96 centimes, donc s'approcher du dollar ici pour CAS ne me semblera pas impossible si on fait ce genre de comportement de prix ici. Voilà, pas plus de choses à dire pour Caspa, donc surveillez surtout le support ici, je dirais des 9,50 $. Si on le perd, c'est pas tellement grave, enfin ça peut être grave si on ne le réintègre pas. Si on le réintègre, il y a moyen de rentrer à l'achat tant que le support est maintenu pour aller récupérer pas mal de stop loss ici et au moins revenir vers les 13-14 centimes, voire même faire une continuation haussière. En revanche, s'il casse, qu'il ne réintègre pas, c'est très baissier et sera cassure du premier arrêt, pullback, confirmation. Et je pense qu'on se dirigera au moins dans les zones de rechargement au cours de 2024. Et ça sera une excellente zone pour recharger. C'est la zone où les professionnels vont réaccumuler et investir massivement dans Caspa, tout simplement. Comme par exemple ici. On a déjà eu une première phase haussière, donc horizontalité, phase haussière. Hop, le marché s'est arrêté où? Donc, on a consolidé autour du premier arrêt, on l'a cassé, on est venu dans la zone de rechargement ici. Hop, comme par magie. Le marché nous fait quoi? Baisse de volatilité, W bottom. Hop, reprise haussière, ni plus ni moins. Excellent signal ici autour des 1,9. Et puis, retournement du marché, continuation haussière. En fait, il faut voir ce petit cycle qu'on a eu ici. Il faudrait le voir également là. C'est-à-dire que je vais le bars pattern et je m'arrêterai ici. Mais grosso modo, voilà, imaginons. Tac. Bon, si j'arrive. Voilà. Qu'on soit dans quelque chose comme ça. Ok. Je m'attends personnellement à plus de consolidation, probablement un petit peu plus. Mais voilà, grosso modo, c'est ce qu'il faut se dire. Que ça, c'est le price action qui nous attend probablement pour Caspa en 2024. Si jamais on perd le premier arrêt. À un moment donné, il y aura cette phase de consolidation où le marché viendra et trouvera un bottom probablement dans la zone de rechargement et là on repartira et on aura une grosse accélération une fois qu'on aura réussi à briser la TH, tout simplement. Donc je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé de cette vidéo. C'est gratuit, il vous suffit simplement d'aller dans les commentaires, c'est mon commentaire épinglé, le premier, vous cliquez sur le premier lien dans le rectangle rouge, vous allez atterrir sur notre petit formulaire juste ici, vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur BitGet, notre plateforme partenaire qui est juste ici. Vous mettez votre mail, vous mettez un mail, un mot de passe, c'est gratuit, vous inquiétez pas. Vous créez votre compte, une fois que c'est fait, ça va vous connecter sur la plateforme. Vous allez dans votre tableau de bord juste ici. Vous copiez l'ID utilisateur, ok. Le tableau de bord c'est en haut à gauche, c'est le premier onglet. Vous copiez votre ID utilisateur et une fois que ça c'est fait, vous revenez sur le formulaire et vous le mettez ici dans Identifiant BitGet. Ensuite, vous mettez un mail sur lequel vous voulez recevoir l'information. Et d'ici 1 heure, grand maximum, vous avez l'information dans votre boîte mail. Ça, c'est 100% gratuit. Pour ceux qui veulent devenir VIP, donc c'est gratuit également, c'est du contenu supplémentaire, c'est des vidéos exclusives, c'est des trades qui vous sont envoyés, c'est des cours également qui sont faits gratuitement. Il vous suffit simplement de trader sur BitGet pendant quelques jours, 3 à 4 jours. Une fois que ça c'est fait, notre système va détecter que vous tradez sur la plateforme et on vous donnera justement tous les accès VIP automatiquement. Vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller dans le Discord, d'aller dans la section inscription et d'inscrire la commande / école compte, comme ceci. Vous faites entrer, ça va vous demander votre mail, vous mettez le mail que vous avez inscrit dans le formulaire et comme ça va relier votre mail, votre accès à la formation gratuite au VIP, tout simplement. Ok. Et après, vous aurez accès à tous ces cours gratuitement, également le contenu vidéo, donc il y a 1 à 2 streams par semaine, également les trades qui sont envoyés, des setups, etc. et des vidéos exclusives, des top 10, enfin mon top 10 altcoin qui arrive très bientôt. Et également la vidéo que j'ai, enfin les vidéos que j'envoie aussi, j'essaie d'en renvoyer plus en ce moment, je dégage plus de temps, du coup plus de vidéos exclusives de ma part également. Pour ceux qui veulent se former à mes côtés, rejoindre l'école, ça par contre c'est payant, ça commence à 49 € par mois. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé de cette vidéo, école.letronfzco.com. C'est une formation de 19 heures dès que vous rejoignez l'école, on apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, donc ça c'est les cours de l'école ici, fondation des bases, analyse du prix, localisation, structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale, on apprend absolument tout. Par la suite, vous avez des briefs quotidiens tous les jours de 7h jusqu'à 8h30, donc 7h du matin jusqu'à 8h30, en direct. Si vous n'êtes pas dispo pendant le direct, c'est pas grave, tout est dispo en rediffusion. Il y a un résumé écrit aussi qui est fait si jamais vous n'avez pas le temps de regarder la rediffusion vidéo. Tout
tous les abonnements sont sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez l'offre mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. L'offre annuelle a actuellement 36% de réduction, on est à 380 € TTC au lieu de 588 € TTC. N'hésitez pas à en profiter si vous avez les autres offres également. Tous les liens sont en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Vous êtes les bienvenus, rejoignez-nous. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Également en commentaire, mettez-moi des idées de versus, je vais tourner la vidéo aujourd'hui ou demain. Donc c'est vous qui décidez pour les idées de versus. On se retrouve demain, bonne journée à tous, ciao ciao.